Salut les décrochés! Pour cet épisode, j'ai reçu Vicky Chevalier. On a parlé du pôle espoir et surtout de compétition. J'ai été assez impressionnée par une jeune femme talentueuse qui fait preuve de beaucoup de maturité. Si je devais la décrire en 3 mots, ça serait rigueur, ambition et lucidité. Allez, je vous laisse avec l'épisode. Bonjour à tous, nous sommes à la Coupe Icare et aujourd'hui je reçois Victoria Chevalier, alias Vicky. Bonjour Vicky, puis-je te laisser te présenter librement et comme tu le souhaites aux auditeurs et aux auditrices qui ne te connaîtraient pas? Salut, je suis très contente d'être là, de te voir. Moi du coup c'est Vicky, tout le monde m'appelle comme ça, hein. Mon vrai nom c'est Victoria, mais tout le monde sait que j'aime pas trop. Du coup j'ai 20 ans, je suis parapentiste au sein d'une structure de haut niveau, au Pôle Espoir, qui est basé à Font-Romeu. Et voilà, et sinon à côté de ça je suis étudiante en 2e année de STAPS. Merci beaucoup Vicky. Avec les autres invités, je commence par explorer leur vie de manière chronologique et puis hop, à un moment, il y a le parapente qui arrive dans leur vie. Mais pour toi, le parapente a toujours été là. Lors d'une interview, tu as confié que ton papa s'est mis à voler quand tu es venu au monde et que tu as souvent volé avec lui. Peux-tu nous raconter à quoi ressemblait ton enfance, cette enfance sous une voile et que représentait le parapente pour toi? Oui, exactement. Alors moi, depuis que je suis née, mon papa fait du parapente. Donc, en fait, mon enfance, elle a été un peu bercée par les allers-retours au déco pour aller le voir décoller, pour aller le voir atterrir sur tous les sites autour de la maison. Et puis avec mon parrain aussi, qui faisait pas mal de parapente. Et du coup, j'ai grandi dans ce milieu et j'ai toujours vu tous mes proches faire du parapente. Donc du coup, dès que j'ai eu l'âge, je me suis lancée. Mais c'est vrai que toute mon enfance, elle a été bercée par ça, et puis par le milieu sportif aussi en général, de par mes parents. En dehors du fait d'être devenu pilote toi-même aujourd'hui, comment est-ce que le parapente t'a nourri et influencé depuis toujours, depuis qu'il est dans ta vie? Et bah écoute, je pense que c'est venu très très naturellement pour le coup. J'ai du mal à trop répondre à cette question parce que c'est quelque chose qui a toujours été là dans ma vie, et en fait j'ai l'impression que c'est très très normal pour moi. Après c'est sûr que ça demande pas mal de rigueur et de discipline quand même, parce que c'est pas une activité comme les autres, si je puis dire. Euh, mais sinon ouais, c'est un peu comme si c'était un don, quoi. Enfin, j'ai ça hein, dans mon cœur et en moi. C'est trop beau. Peux-tu nous raconter pourquoi as-tu envie de voler seule quand tu as eu l'âge de pouvoir le faire? En fait, depuis que je suis toute petite, bah du coup, on m'a beaucoup emmenée en biplace. J'ai fait beaucoup de vols en biplace et du gonflage. Mais la sensation de voler tout seul, ça m'attirait tellement, ça avait l'air tellement meilleur que voler à deux, même si c'est hyper cool de partager des vols en biplace. Et je voulais juste voler de mes propres ailes, je pense, comme beaucoup de parapentistes quand ils se lancent. Et avoir cette sensation de liberté tout seul et avoir en main cette pratique, c'est vraiment un rêve, et c'est magique, quoi. Et quel a été ton parcours de pilote, donc avant d'intégrer le pôle espoir? Alors du coup, j'ai voulu commencer le parapente à 13 ans, non, à 14 ans, sauf que c'est tombé sur l'année du confinement. Du coup, le stage que je voulais faire, ça a été annulé. J'ai réitéré l'année d'après, j'ai commencé à Morzine, auprès de Olivier, de Mika, de Bébert, que je salue, parce que bah, sans eux, je saurais pas faire de parapente. Et c'est important, voilà, avec les ailes mandinoises, du coup. J'ai commencé là-bas à 15 ans, du coup, j'ai fait un stage d'initiation, et après, vu que mon papa vole, on a beaucoup volé ensemble par la suite, chez moi dans les Alpes. On faisait pas mal de marché-vol aussi. J'ai vite volé avec une aile light. J'aimais beaucoup le marché-vol, mon papa adore ça aussi, donc c'était des moments un peu privilégiés qu'on partageait tous les deux. Et voilà comment j'ai commencé le parapente. Et ensuite, survient dans ta vie le pôle espoir. Donc on va en discuter un peu. Pour comprendre, déjà pour comprendre ce que c'est, mais aussi pour que tu puisses partager ton expérience et ton ressenti avec des jeunes pilotes qui souhaiteraient potentiellement y candidater. D'abord, peux-tu nous expliquer ce qu'est le pôle espoir, l'expliquer à ceux qui ne connaissent pas du tout et nous dire où est-ce qu'il se situe? Alors, pour faire simple, le Pôle Espoir, c'est une structure qui est rattachée à la FFVL. Donc, ça, en gros, cette structure, elle s'inscrit dans le
plan de performance de la fédération. Elle a pour but d'accueillir des jeunes pilotes, souvent à partir de l'année de la seconde. Donc généralement on fait 3 ans au pôle espoir de la seconde à la terminale, les 3 années de lycée. Donc entre 16 et 18 ans à peu près. Il est basé à Font-Romeu dans les Pyrénées, donc c'est pas tout près. Souvent on vient des Alpes. Nous, pour le coup, là cette année, on vient tous des Alpes, on vient un peu de loin. Il y en a qui viennent de Paris, il y en a qui viennent de Bretagne. Voilà. Mais pour le coup, il y a peu de Pyrénéens qui vont au pôle. Que dire de plus? C'est déjà très bien. Donc, pour rappel, le pôle espoir est accessible, donc, comme tu l'as dit, entre la seconde et la terminale en internat. Et pour des études post-bac, comme pour toi, en externat, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Qu'est-ce que tu y reçois comme enseignement sur le parapente? Quels sont les cours enseignés sur le parapente? Alors, pour la partie parapente, bien sûr, on va avoir toute la partie pratico-pratique. Du coup, une semaine type, pour faire simple, on va aller faire du parapente le mercredi après-midi, le samedi et le dimanche. Donc pour le coup, c'est vraiment un entraînement 7 jours sur 7. On n'a pas de week-end là-bas. Mais bon, aller voler les week-ends, c'est cool quand même si c'est fatigant, c'est cool. Même si on n'est pas au pôle espoir, on va voler le week-end. Exactement. Donc voilà, on en profite. Et ensuite, on va recevoir des cours théoriques, donc qui est hyper important. Hein. Quand on arrive, généralement, on n'a pas encore le BPC, le brevet de pilote confirmé, qui est nécessaire pour faire de la compétition. Donc du coup, sur les premières semaines, premiers mois du pôle, quand on arrive, quand on est nouveau, on va s'entraîner, on va faire des cours théoriques pour pouvoir passer le brevet de pilote confirmé. Et après, on va dédier ces créneaux de cours théoriques pour débriefer des vols. Donc on va revenir sur les vols qu'on a fait le week-end ou les mercredis. Et voilà. Et sinon, à part ça, on a aussi de la préparation physique, avec la préparation physique générale plutôt en début d'année et qui va se spécialiser en fonction de ce qu'on veut faire en termes de physique, en termes de prépa. Et à côté de l'enseignement sur le parapente, il y a les cours classiques de lycée ou d'université. Comment est fait l'aménagement? Quel volume représente le parcours académique et le parcours sportif? Alors pour le coup, je pense que je vais plutôt parler du côté lycéen parce que pour nous, en tant qu'étudiants, c'est un peu différent. Mais pour le lycée, il y a des créneaux horaires qui sont dédiés pour les sportifs. Là-bas, le lycée, il y a plusieurs pôles espoirs, il y a plusieurs sections à Font-Romeu. Donc il y a des cours qui sont déplacés pour les sportifs pour qu'on ait du temps pour l'entraînement. Et sinon, ça reste quand même une semaine de cours assez classique. Les lundis et les vendredis sont pas touchés. Et sinon, il y a des petits aménagements les mardis et les jeudis. Mais ça reste une semaine très classique. Et pour le coup, les coachs ne lésinent pas sur l'implication qu'il faut, scolairement parlant. Ils mettent pas ça de côté et ça reste quelque chose d'important. Voilà, au final, le but c'est quand même que les jeunes ils aient leur bac pour pouvoir faire ce qu'ils veulent plus tard. Mais ça reste quelque chose d'important et pas mis de côté, quoi. Tu me fais la transition parfaite pour la question d'après, c'est comment est mesurée l'excellence sportive et le talent pour y être admis? Faut-il avoir fait des vols en particulier pour candidater? Alors en termes d'entrée au pôle espoir, c'est assez simple. Après, ça se joue plutôt par rapport à qui se présente à chaque saison. S'il y a beaucoup de monde qui est présenté, bien sûr, on a un peu moins de chances de rentrer. Et puis ça dépend du niveau aussi général des pilotes qui sont déjà au pôle et des pilotes qui veulent arriver au pôle. Pour le coup, j'ai tendance à remarquer, ça fait 4 années maintenant que j'y suis, j'ai tendance à remarquer que le niveau d'entrée, il s'élève gentiment petit à petit au fur et à mesure des années, même si on accepte quand même, s'il y a des débutants qui sont quand même acceptés. Donc pour le coup, initialement, même en sortie de stage d'initiation, on conseille de faire les premiers petits crosses et il n'y a pas de souci pour se présenter au pôle espoir. En tout cas, ce que j'ai envie de dire, s'il y a potentiellement des jeunes qui veulent se présenter, il faut pas hésiter, quoi. Même si vous n'êtes pas sûr de votre niveau, même si vous avez que 50 vols ou 70 vols, j'en sais rien, ou moins, et tentez, ça coûte rien, vous avez juste un dossier envoyé et venez au test de sélection et voilà. Et à côté de la pratique sportive, est-ce que les résultats scolaires pèsent sur la balance à l'entrée?
Ouais, ils sont hyper importants. Pour le coup, il y a 2 phases dans le dossier de candidature. Une première phase où on envoie notre dossier et sportif et scolaire, du coup. Les 2 sont étudiés et s'il y en a un des 2 qui flanche, pour le coup, on va pas être retenu dès la première phase. Et du coup, ouais, le dossier scolaire est hyper important. Enfin, comme je l'ai dit, c'est pas du tout mis de côté. Ça reste quelque chose d'important aux yeux des coachs, en tout cas. Très bien. Bon, bah, une fois qu'on y est admis, est-ce qu'il y a des objectifs d'excellence sportive ou académique pour rester dans le pôle espoir? Est-ce qu'il y a une validation chaque année? Comment ça se passe? Alors, il n'y a pas de validation obligatoire en termes de résultats. Généralement, quand on rentre, le premier objectif, c'est de se perfectionner en termes de technique, donc en termes de thermique, en termes de voilà, être assez à l'aise sous son parapente. Et après, au fur et à mesure des années, des mois, dans une saison, on va commencer à aller vers les premières compétitions régionales, donc les compétitions sport. Et au fur et à mesure des années, on va plutôt s'élever, aller jusqu'aux compétitions internationales. Voilà. Le but du pôle espoir, c'est vraiment d'accéder aux premières compétitions internationales, mais c'est pas de devenir champion du monde, quoi. Ça, ce sera par la suite dans d'autres structures. Mais le but là, c'est juste l'accès au haut niveau. Donc on privilégie ça. Et il n'y a pas d'objectif très très précis. Il n'y a pas d'objectif précis en termes d'années. On va pas te dire si t'es pas 10e français, tu restes pas au pôle. Enfin voilà, ça existe pas. Et bah, en fait, on dirait que tu as lu toutes mes notes, tu fais encore une fois la transition parfaite. C'est que du coup la compétition occupe une grande partie de la scolarité. Comment êtes-vous préparé justement au monde de la compétition? Bah du coup, si je peux rajouter quelque chose, je dirais que ce qui est bien au pôle, c'est qu'on est tout le temps accompagné. Et généralement, quand on rentre, enfin moi, c'était mon cas personnellement, je connaissais même pas la compétition. Quand je suis rentrée, j'avais 10 mois de parapente, tu vois, donc c'était hyper tôt. Après, j'ai progressé très rapidement, mais en tout cas, on est hyper bien accompagné et correctement pour pouvoir progresser le mieux possible et en sécurité surtout. J'ai l'impression que vous faites pas mal de compétitions de cross ou de marché-vol, mais je ne vois pas spécialement de compétition de voltige. Peut-être que je suis mal renseignée. As-tu croisé des acrobates? Est-ce que ça peut être la discipline principale d'un élève? Non, alors pour le coup, le pôle, il est vraiment tourné vers l'objectif de faire des compétitions de distance. Même les compétitions de marché-vol, nous, on n'en fait pas. Moi, j'en fais personnellement dans mon temps à part, mais c'est pas du tout le but du pôle espoir, donc on n'en fait pas là-bas. Et du coup, on fait pas d'acrobatie non plus. Après, ça arrive de temps en temps qu'il y ait des jeunes qui aiment l'acrobatie et qui vont quand même au pôle. Il y en a qui font les deux. Et généralement, ceux qui veulent faire que de l'accro, c'est pas forcément le bon endroit pour apprendre et pour progresser, parce qu'ils vont être juste un peu frustrés de pas faire d'accro, quoi. Ok, bah c'est un petit clin d'œil pour les copains acrobates. Maintenant, on va parler de ta propre expérience à Font-Romeu et comment est-ce que tu le vis. D'abord, tu fais des études universitaires de STAPS, donc sciences et techniques des activités physiques et sportives. Pourquoi particulièrement ce parcours et est-ce que tu as des projets professionnels avec ces études? Oui, tout à fait. Alors, le STAPS, d'abord parce que c'est la seule université qui est à Font-Romeu. C'est celle qui me permettait de rester au Pôle Espoir, et ça, c'est un gros point quand même. Mais à part ça, j'ai quand même des ambitions professionnelles avec ça. J'aimerais bien, là, il faut que je finisse ma licence l'année prochaine. J'aimerais bien continuer en master, donc encore 2 ans. Et après mon master, j'aimerais passer le concours de prof de sport, pas de prof de PS, de prof de sport. Et du coup, ça me permettrait de devenir entraîneuse de parapente par la suite. Donc j'aimerais bien, potentiellement, c'est des idées, mais reprendre l'entraînement du pôle espoir ou peut-être plus haut après l'entraînement du pôle France. Ou voilà. En tout cas, devenir entraîneuse, c'est vraiment quelque chose qui m'attire, et être dans le haut niveau aussi. Est-ce qu'il y a une différence entre entraîneur de parapente et moniteur de parapente? Ouais, tout à fait. Moniteur de parapente, généralement les moniteurs, ils ont le DE, du coup, le DE GEPS. Eux, ils vont plutôt encadrer en école des stages, stage init, stage progression, tout ce que vous connaissez, faire des biplaces. Et entraîneur, là, pour le coup, c'est plutôt ciblé vers le haut niveau, que ce soit au Pôle Espoir, en Ligue, et on a beaucoup de ligues en France, le Pôle France, etc. Donc ça, c'est plutôt pour les structures de haut niveau qui veulent accéder à la compétition, du coup. J'avais préparé une question à laquelle tu as un petit peu répondu, mais du point de
tendu de lycéen. Mais du coup, peux-tu nous décrire une semaine type dans ta vie à Font-Romeu, mais en tant qu'étudiante universitaire? Ouais, tout à fait. Alors du coup, par rapport à la semaine des lycéens, moi je suis beaucoup plus libre. Mes semaines universitaires au niveau des cours, elles sont assez allégées, ça dépend les semaines, hein, mais elles sont en tout cas modelées différemment. Toutes les semaines, mon emploi du temps étudiant il change, donc ce qui me fait avoir beaucoup de flexibilité et beaucoup de flou aussi sur mon année. Je peux pas prévoir des choses à l'avance, donc ça c'est un peu compliqué à gérer, mais on s'adapte. Et à part ça, mes semaines, elles sont rythmées par l'entraînement, par les cours, et puis par toutes les autres activités que je fais à côté. Je pratique pas mal de courses à pied, je fais un petit peu de trail, j'aime bien faire des courses, des compètes. Je fais du ski de fond l'hiver beaucoup, et un peu d'escalade, hein. J'aime bien toucher à tout. Waouh, et il te reste un peu de place du coup pour avoir une vie sociale, pour te sortir et t'amuser un peu? Pour le coup, ouais. En fait, je m'amuse tous les jours, franchement. Enfin, moi, ma vie, je l'aime trop comme ça et j'arrive à m'en sortir. En tout cas, des fois, faut tirer un petit coup le frein à main parce qu'on sent qu'il y a des périodes où on est un peu plus fatigué, on tire un peu plus à l'entraînement et voilà, on a moins de temps à côté. Mais donc ça, faut faire gaffe, faut gérer un petit peu cette vie sportive entre guillemets. Mais en termes de social, en fait, moi, mon cercle social, il est dans le sport, dans toutes les activités que je pratique et c'est là que je profite le plus. Donc il n'y a pas trop de soucis à se faire de ce côté-là. Alors, toi qui es savoyarde, qu'est-ce qui change dans les Pyrénées? Déjà en termes de vol, de sites, de paysages, de tout en fait. Ah, franchement, il y a tout qui change. Les montagnes, elles sont différentes déjà. Donc déjà à partir de là. Non, franchement, les reliefs sont très différents. Je connais pas toute la chaîne des Pyrénées, donc je vais parler plutôt par rapport à ce que je connais à la Cerdagne et aux Pyrénées espagnoles de notre côté, la Pyrénées orientale. Pour le coup, les montagnes, en fait, les vallées sont bien moins encaissées, je trouve que dans les Alpes, mis à part en Andorre où c'est un peu plus sauvage, mais la vallée de la Cerdagne, elle est vraiment immense. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un immense plateau qui est à 1600 mètres d'altitude, donc qui est très haut. À Font-Romeu, on est à 1800 mètres. Et pour le coup, on a la chance d'avoir des vallées très ouvertes. On a les phénomènes de brise qui sont connus déjà dans les Alpes, mais peut-être un peu moins renforcés par les venturi, etc. En tout cas, c'est très différent en termes d'aérologie. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais les reliefs sont différents. Tout est sec là-bas aussi. C'est très très sec. Et par rapport à ça, c'est fou. Ça m'a choqué quand j'étais arrivée. Tout est très jaune. Bien moins de forêt que dans les Alpes d'un autre côté. Et voilà, donc ouais, ça change vachement aérologiquement parlant et puis même visuellement parlant, c'est tout autre chose. Mais j'adore les Pyrénées, franchement, je suis tombée amoureuse de Font-Romeu, c'est vraiment un endroit que j'adore. Mais j'avoue que les Alpes, c'est mon endroit de cœur, quoi. C'est ici que je suis née, donc j'aime bien prendre plaisir à revenir de temps en temps. Et est-ce que tu as une préférence donc entre les Pyrénées et les Alpes? Pour le coup, j'aime beaucoup les Pyrénées, hein. Ouais, j'adore ça. C'est pas mal vu du public, mais c'est sûr que les Alpes, c'est très idolâtré. Voilà, c'est le massif alpin. C'est très reconnu. Et j'invite beaucoup de monde à venir découvrir les Pyrénées. C'est vraiment chouette. Et ouais, j'adore les Pyrénées. Bon, bah, tu as trouvé ta région de cœur. Alors, dis-moi, qu'est-ce que ça t'a apporté en tant que pilote et en tant que personne d'étudier au Pôle Espoir? Alors, beaucoup de choses, hein. En tant que pilote, évidemment, la progression, elle a été vraiment nettement augmentée. Je pense qu'on a une chance dingue, vraiment tous au Pôle Espoir de pouvoir progresser dans un milieu comme ça. On est entouré par des moniteurs tout le temps. On a un staff médical qui est tout le temps là. Enfin, on est très très chouchouté, hein, pour le coup. Moi, je m'en rends compte parce que dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça, quoi. Enfin, on a vraiment beaucoup de chance et j'aime bien me le rappeler de temps en temps parce que même s'il y a des coups de mou, des fois c'est un peu dur, hein, on s'entraîne. Il y a des Comme dans toute carrière, ça peut être compliqué, mais j'aime bien me remémorer quelle chance j'ai quand même d'évoluer dans ce milieu-là. Et donc ça m'a apporté beaucoup de reconnaissance envers tout ça. Et en tant que personne, ça m'a apporté, quand je suis arrivée en terminale, j'étais encore un petit enfant, hein, franchement, on arrive, on est tous un peu des piou-piou. Et ça fait vachement grandir. Et le côté social, il est important, on évolue en groupe.
Et du coup, ça renforce les liens, ça permet de savoir vivre en communauté aussi. Et c'est des choses qu'on ne développerait pas autant, je pense, que si on vivait cette expérience-là, pour le coup. Et qu'est-ce que ça apporte justement de tout le temps être en groupe, de tout le temps d'être avec d'autres pilotes plus ou moins du même niveau et d'avoir tout le temps des moniteurs autour de soi? Et bah pour le coup, ça dépend des groupes. Moi, je te dis, j'ai vécu quatre groupes différents. À chaque fois, ça tourne. Il y en a qui partent, il y en a qui reviennent. En termes de groupe, ça dépend de l'homogénéité. Cette année, on a un très bon groupe d'anciens. Là, ça fait 3 ans qu'on vole ensemble, quasiment presque tous. On commence à bien se connaître. On commence à avoir presque tous le même niveau, donc c'est cool. À l'entraînement, on s'amuse bien. Après, en côté social, la vie en groupe, c'est pas toujours simple. Hein. Faut savoir faire des concessions, faut savoir s'écouter, faut savoir bien communiquer entre tous. Et c'est des choses qu'on apprend et qu'on développe au fur et à mesure des années et qu'on essaye de gérer plus ou moins bien selon les situations. Mais voilà, en tout cas, c'est une chance de partager ça avec eux et franchement, ça devient. Moi, le pôle, c'est devenu ma deuxième famille, quoi. Tous ceux qu'on rencontre là-bas, c'est vraiment des expériences uniques et des choses incroyables qu'on partage tous ensemble. Donc, ouais, une belle petite famille. Là, nous écoutent des jeunes pilotes qui potentiellement se posent la question d'intégrer ou pas. Pourrais-tu leur donner 3 raisons de candidater au Pôle Espoir? Waouh, c'est dur. 3 raisons. Ah bah déjà première raison, juste c'est on fait du parapente toute l'année. Alors là, si vous voulez faire du parapente, n'hésitez pas. Franchement, c'est le paradis. Pour le côté du groupe, franchement, pour les rencontres, même en dehors du pôle, on rencontre plein de gens sur les compètes, sur les déplacements, des moniteurs. On a pas mal de personnalités entre guillemets de grands pilotes qui viennent nous voir aussi au Pôle Espoir et franchement ça c'est incroyable pour les rencontres, c'est ouf. Et puis il y a une troisième chose, pour s'éclater, pour voir autre chose, pour voir les Pyrénées, pour découvrir d'autres sites, pour progresser, pour plein de choses, c'est incroyable. Peut-être un petit mot pour les parents qui seraient réticents à laisser leurs enfants partir, qui du coup au lycée sont encore mineurs. Donc voilà, pour partir au Pôle Espoir, tu leur dirais quoi pour les rassurer? Ouais, alors ça c'est vrai. Et même ceux qui ont des enfants au Pôle Espoir sont pas encore trop rassurés. Donc non, je pense qu'il faut pas qu'il y ait d'inquiétude. Comme je dis, on est hyper bien entouré, tant scolairement parlant, les professeurs savent qu'on est en sport-études, ils sont là pour nous entourer, pour être là pour nous laisser du temps, pour nous aider. Donc scolairement parlant, tout va bien, on est entouré. Les moniteurs sont là aussi, les coachs sont là. Il y a toujours du monde à l'internat, voilà. Enfin, en fait, on est chouchouté vraiment à l'internat. Enfin, c'est notre deuxième maison, quoi. L'internat, c'est notre chambre avec nos copains. Voilà, comme j'ai dit, on a un staff médical. En bas, on a des kinés, des médecins, des infirmiers qui sont là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça, c'est un truc aussi que je voulais rajouter. L'internat, il est ouvert 7 jours sur 7. C'est un des seuls internats de France qui fait ça pour les sportifs. Et c'est vraiment une chance aussi d'avoir ça juste là, chez nous. Donc ouais, je pense qu'il faut pas avoir trop d'inquiétude par rapport à ça. Et ouais, faut les laisser partir un moment. Même si des fois c'est un peu trop tôt pour certains. Voilà, écoutez les jeunes prodiges, vous avez toutes les réponses pour vous projeter au Pôle Espoir et pour potentiellement candidater. Maintenant, on va parler, Vicky, un peu plus de toi et de la compétition. J'ai l'impression pour cette saison-là, en 2024, tu as accéléré la cadence en termes de compète et de podium. À titre d'exemple, tu es 3e au classement général Alpes du Nord et 1re du classement féminin, ou encore 4e du classement général sport, et bien sûr 1re du classement féminin, et 2e du classement général féminin. Vicky, déjà, premièrement, félicitations pour cette saison incroyable. Ça ne date pas forcément d'aujourd'hui, tu as été championne de France jeune pour la saison 2021-2022. J'imagine que de tels résultats exigent beaucoup de dévouement et de rigueur. Qu'est-ce que ça t'impose en termes, enfin plutôt, qu'est-ce que tu t'imposes en termes d'hygiène de vie? Ça occupe quelle place dans ta vie quotidienne, la compétition? Merci beaucoup déjà. C'est vrai que c'était une saison très rythmée et j'ai mis en place beaucoup de choses depuis l'année dernière quand même pour atteindre ces résultats. Pour le coup, je vais parler vraiment très personnellement parce que chaque pilote fait comme il veut, gère sa carrière comme il veut. Et moi, je m'impose pas mal de choses. Déjà, juste en termes d'hygiène de vie, j'essaie de bien dormir, bien manger,
prendre soin de mon corps. Et juste rien que ça prend beaucoup de temps. S'étirer tous les soirs, bien manger, se préparer des repas pour la semaine, bah voilà, déjà ça demande une bonne organisation et je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui le fait. Voilà, sinon bah ça passe par la prépa physique où j'essaye de faire attention à mon corps parce que ça reste mon outil de travail et s'il devrait m'arriver quelque chose qui réduisent mes capacités physiques, bah je sais que ça deviendrait compliqué rapidement parce que pour l'instant j'ai que ça, enfin à part mes études, hein, mais c'est un peu ma vie quoi, donc j'ai pas envie que ça s'arrête et j'ai envie de prendre soin de ça et je sais que mon corps me remerciera quand je vieillirai. Donc voilà, je m'impose un rythme de vie un peu particulier, mais j'aime ça et c'est celui-là qui me convient, donc voilà, ça me plaît. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la compétition? À quel moment est-ce que tu as voulu en faire? Alors, c'était après que je rentre au Pôle Espoir. Hein. Quand je suis rentrée, je connaissais pas encore la compétition. J'ai découvert ça petit à petit au fur et à mesure des mois au Pôle. Et puis du coup, j'ai commencé dès ma première saison au Pôle avec les compétitions régionales, les petites compétitions. Et j'ai tout de suite adoré. Franchement, en fait, je suis très très compétitive de base depuis que je suis toute petite. Je pense que j'aime bien la compétition dans tout, dans la vie en général. Je sais pas si c'est une bonne chose. J'essaye de faire attention quand même, pas tout le temps être dans la compétition, mais c'est quelque chose que j'aime bien. J'aime bien le challenge en tout cas, et j'aime bien repousser mes limites. Donc je pense que la compète c'est quelque chose qui me correspond et qui est en moi, quoi. Donc voilà. Peux-tu nous raconter comment est-ce que tu abordes une compétition? Donc entre le moment où tu choisis de t'inscrire jusqu'au jour J et même un petit peu l'après, le retour un petit peu à la réalité doucement. Comment ça se passe logistiquement dans ta tête? Raconte-nous tout. Waouh, la réponse va être longue, il y a beaucoup de choses à dire. On t'écoute avec attention. Alors, déjà pour parler du calendrier de compétition, des choix des compétitions, ça se fait nous, on le fait en solo au début de la saison. On va déjà commencer par définir nos objectifs de saison. Ça, c'est hyper important, savoir où on va, qu'est-ce qu'on a envie d'atteindre comme objectif. Pas forcément que des objectifs de résultats. Il y a des compétitions sur lesquelles on va juste pour s'améliorer en technique, pour se confronter aux autres. Mais si on fait pas un bon résultat, bon, c'est pas grave. On a appris des choses, on a accumulé de l'expérience. Donc voilà, définir un peu les objectifs de chaque compétition, de notre saison en général, nos objectifs à long terme aussi sur quelques années. Ça c'est important de le savoir où on va, où on veut aller et les mettre à jour aussi de temps en temps, c'est important. Donc suite à ça, on va établir un calendrier de compétition, on va sur le site de la Fédé, sur le site de la CIVL, on va voir les compètes qui sont proposées cette saison. Généralement c'est les mêmes qui se retranscrivent tous les ans, mis à part s'il y a des nouveautés. On va établir un calendrier de compétition du coup. Généralement, nous là au pôle on fait encore des compétitions sport, donc c'est les week-ends, c'est sur 2 jours. Après les compétitions internationales, là que je commence à faire, c'est sur 5 à 7 jours. Donc ça demande plus de logistique, on en parlera un peu après. Et voilà. Du coup, une fois qu'on a notre calendrier, quand je me déplace sur une compétition, j'ai une préparation, j'ai un peu des routines. J'aime bien m'imposer ça. Ça fait partie. C'est ce que j'ai travaillé un petit peu avec Benjamin Gaudry, c'est le préparateur mental qui intervient au Pôle Espoir et avec qui je travaille beaucoup. J'aime beaucoup la prépa mentale. Pour le coup, c'est quelque chose que je trouve très très important. Je pense qu'on en reparlera un petit peu après. En tout cas, je m'impose des routines. Je me suis mis un petit peu des choses clés que je voulais faire avant, pendant et après une compétition. Donc pour le coup, mes routines, elles commencent bien une semaine avant une échéance, surtout si elle est un peu importante en termes de résultats. Donc voilà, ça va passer par une bonne alimentation, bien dormir, être reposé, faire du sport de temps en temps, mais pas trop. Donc voilà, donc essayer de gérer au mieux ma semaine d'avant compétition, mon déplacement aussi. Et puis après, une fois arrivé sur place, faut être rigoureux, faut rien oublier en termes de matériel déjà, mettre ses instruments à charger, rien oublier, c'est important parce que quand t'arrives sur le déco et puis que t'as oublié ton vario, là tu pleures un peu, hein. Franchement, tu fais avec, mais donc voilà, donc c'est important et c'est pour ça que moi les routines ça m'aide beaucoup pour
pour rien oublier et pour être ok le jour de ma course, être sereine aussi mentalement. Puis après j'ai des petits tips mentaux, je me fais de la respiration sur le déco, tout ça avant de décoller. Et puis après pour le après compétition, ça se fait assez naturellement. Je reviens à ma vie d'avant, je me reprends mes routines, un peu comme avant ma compète avec reprise du sport, etc. Et puis j'essaye de m'écouter. Si je suis fatiguée, je me repose. C'est important de s'écouter. Donc voilà, en gros, comment se passe un déplacement sur une compétition. Et quels sont pour toi les ingrédients principaux d'une compétition? Donc par exemple, imaginons un camembert à remplir à 100%, donc ça serait 20% de stratégie, 30% de préparation mentale, voilà. Ça serait quoi ta recette pour bien gérer tes compétitions? Franchement, je trouve que en compétition, enfin en tout cas à mon niveau, je tourne pas encore en Coupe du Monde, donc je pense que ça peut être variable en fonction des niveaux. Moi, à mon niveau, je trouve déjà que la préparation mentale, elle prend une grosse part, hein. Franchement, presque les 3/4, Enfin, je trouve que c'est vraiment important d'être bien dans sa tête parce que c'est comme ça que ça marche. Et sinon, bien sûr, il y a un petit pourcentage de stratégie, un petit pourcentage de technique. Mais la technique qu'on acquiert de base, ce qu'on essaye de faire quand on débute et quand on progresse, c'est vraiment d'avoir une technique, une base de technique très solide. Comme ça, après, en l'air, on n'a plus associé de la technique. En fait, t'enroules tout seul et tu peux penser à autre chose pendant que t'enroules ton thermique. Penser à ta stratégie de quelle ligne tu vas prendre, sur quelle montagne tu vas raccrocher, qu'est-ce que tu vas viser, quel groupe tu vas suivre, etc. Tu penses à toute autre chose quand tu voles en compétition et au moins tu t'as pas besoin de te dire bon ok là faut que je tire un petit peu plus parce que c'est mon thermique et penser au thermique et à la fin de ton thermique tu sais pas où tu vas parce que t'as pas eu le temps d'y réfléchir. Donc voilà, là ça pour le coup avoir une base solide en technique c'est important. Et ensuite, oui, donc du coup, la prépa mentale, la stratégie, la technique, et là, il y a la tactique aussi qui rentre en jeu, du coup, en compète. Ça va être une part importante. On a pas mal de tactiques différentes. On a des petites stratégies en termes en fonction des pilotes. Un pilote va être un peu plus attaquant, donc va un peu plus partir en avant du groupe. D'autres vont partir plus en arrière, en recul. Et il n'y a pas une recette miracle de il faut partir devant pour gagner. Il y a des pilotes défenseurs qui sont très 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 forts et ça peut très très bien marcher aussi. Donc chacun a un peu sa recette de qu'est-ce qu'il veut mettre dans sa performance personnelle et qui marche et qui s'adapte en fonction de chaque pilote. Tu as déjà donné des éléments de réponse sur ça, la préparation mentale, donc tu as cité ton coach en préparation mentale, Benjamin Gaudry. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, comment ça se passe? Ça apporte quoi d'en faire? Du coup, je vais reparler un petit peu du pôle espoir et de la prépa mentale. Benjamin, il intervient auprès de nous en groupe, collectivement. Donc en fait, il nous apprend un petit peu les bases de comment ça marche dans notre cerveau. On parle de prise de décision, on parle de stress, on parle des émotions, on parle de choses un peu générales. Et après, moi, je travaille avec lui en individuel. On n'est pas tous obligés. Il y en a qui sont un peu moins adeptes. Il y en a, voilà, chaque préparateur mental a aussi sa manière de travailler et ça peut coller ou pas. Moi, j'aime beaucoup travailler avec lui et pour le coup, on va plutôt développer des aspects individuels en fonction de comment moi mon cerveau il marche et comment ça marche pour moi la prépa mentale. Du coup, on va un peu parler d'imagerie mentale. Je vais essayer d'apprendre des exercices de respiration. Et en fait, lui, il est là pour m'apprendre les méthodes. Moi, j'essaie de les appliquer à l'entraînement et je vois ce qui marche pas. Et puis après, comme ça, je peux l'appliquer en compète et avoir le meilleur mental possible pour avoir la meilleure perf possible. Mais ouais, pour moi, c'est un aspect hyper important de la performance et ça représente... Franchement, ça représente tellement et si t'es pas bien dans ta tête, tu sais que tu vas pas faire un bon vol. Enfin, si déjà t'as des prédispositions négatives à ton vol, tu sais que ça peut pas trop bien marcher et tu seras pas à 100% de ta perf, quoi. Est-ce que tu as vécu ça? J'ai pas vécu ça.
C'est sûr qu'il y a des fois, t'es un peu moins bien, mais mentalement, je trouve que si je devais donner un de mes points forts en tant que pilote, ce serait le mental, justement. Donc, des fois, ça va un peu moins bien à l'entraînement, mais en tout cas, en compétition, ça s'est toujours bien passé. Et j'ai toujours suivi à la lettre mes routines et mes petits tips pour que ça roule et pour aller bien. Vicky, tu fais aussi pas mal de trail et de randonnée. T'es pas stalké, mais j'ai vu pas mal de traces GPS de tes entraînements. Et cette année, tu as participé au du coup, comme elle, Don Explore dans le massif de Beldon. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'explorer cette discipline de marché-vol, sachant que ce n'est pas ce que vous faites de manière classique? Ouais, alors du coup, je pense que ça vient déjà de quand j'ai commencé avec mon papa, que je faisais déjà du marché-vol. Je savais que c'était déjà quelque chose qui me titillait un peu au fond. J'ai laissé ça de côté quand je suis rentrée au pôle. Là, j'ai fait presque 2 saisons à faire des petites marché-vol assez locales, basiques, toujours garder un peu d'entraînement, mais et là, c'est ressorti cette année parce que j'ai accompagné Benjamin justement qui faisait la Fly Chablais Challenge, du coup chez moi en plus à la maison. J'étais son assistante sur cette course et pour le coup ça m'a tellement donné envie de le faire et d'être à leur place et de marcher. Ouais, franchement ça m'a trop donné envie et du coup après j'ai un ami qui m'a proposé d'aller à la Beldon. Et bah j'ai pas trop hésité hein, pour le coup. Le soir même j'étais déjà inscrite et ouais, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. J'aime bien lier ce côté physique avec le parapente. Je trouve que c'est une discipline très très complète. Il faut être aussi bon physiquement que tout le reste du parapente, mentalement, etc. Par contre, le truc complexe, c'est que l'entraînement pour faire une compétition de marché-vol est pas du tout le même que pour faire une compétition de distance. Les qualités requises, c'est pas les mêmes. Là, on va devoir déjà mettre la moitié de son temps de son entraînement sur le physique, donc ce qui prend déjà plus de temps en termes de planification d'entraînement. Et là, il faut garder quand t'arrives, que t'as fait 3000 de D+, dans ta journée, et puis qu'il faut encore voler, faut essayer de faire un vol assez long, essayer de se déplacer quand on peut, bah faut garder assez de lucidité. En termes de prise de décision aussi, c'est totalement différent, parce que là, bah, quand t'as marché des heures, et puis qu'au final ça vole pas, bon bah, essayer de pas trop se mettre en danger non plus, essayer de s'écouter, essayer de rester à son niveau en termes de pratique de parapente. On reste des humains et on n'est pas invincible, hein. Donc voilà, et je trouve ça trop cool d'aller explorer cette nouvelle voie. Ça me fait découvrir d'autres choses, ça me fait changer un peu de pratique, et j'aimerais bien continuer à explorer ça dans les futures saisons. Tu en as parlé un tout petit peu tout à l'heure. Avant d'aller dans une compétition, comment est-ce que tu fixes tes objectifs? Donc, je ne parle pas forcément en termes de planification de la saison, mais voilà, c'est bon, t'es inscrite à une compétition. Comment est-ce que tu fixes ton objectif? Bon, bah, je vise le podium ou je vise les 10 premières places. Voilà. Comment est-ce que tu alignes ça? Alors pour le coup, je pense que ça va pas mal dépendre de qui est inscrit et du niveau général de la compétition. Le but d'un objectif, c'est qu'il soit atteignable. Voilà, c'est un des buts d'un objectif. Donc voilà, le but c'est aussi qu'on se fixe pas un truc qui soit inatteignable, parce que sinon, bah, moi je veux bien me mettre des objectifs d'être première sur toutes les compètes, hein, ce serait facile. Donc voilà, le but c'est d'analyser un peu les participants, les participantes aussi, parce que vu que je suis une fille, bah, je joue aussi le classement féminin sur les compétitions, et ça rentre en compte dans mes objectifs. Je me fixe généralement en termes de résultats un objectif sur le podium féminin et sur le podium général avec les garçons. Et après, sachant que je vole en photon, j'ai une voile qui est homologuée en C. Du coup, je rentre aussi dans le classement sport. Et ça, c'est un classement que je joue aussi en termes de résultats. Donc voilà, avant une compète, bah, je regarde un peu qui c'est, qui assure la compète. J'en discute avec mes entraîneurs aussi, pour avoir leur avis. Ils ont assez d'expérience pour me guider et pour m'aider dans la définition de mes objectifs. Et après, il y a certaines compétitions, comme je disais, où je me fixe pas du tout d'objectif de résultat. C'est souvent des compétitions où il y a beaucoup de niveaux, où je sais que je vais pas forcément faire de résultats. Et du coup, j'ai juste envie de prendre de l'expérience, de progresser, de travailler des choses techniques, de voler proprement, tout simplement. Et sur ce genre de compète, bah, du coup, pas de pression de résultats, quoi. Et voilà, c'est comme ça que je mets mes objectifs avant une compète. Quelles sont pour toi les qualités, les valeurs ou les actions à mettre en place de manière indispensable
pour obtenir les objectifs qu'on se fixe en termes de compétition? Du coup, on va revenir, je pense, sur le point de la rigueur, hein. Ça, c'est quelque chose qui est important. Un truc qui est souvent piégeux, je trouve, et que j'observe chez d'autres pilotes, et sûrement que ça m'arrive aussi, c'est d'avoir un trop gros ego, pardon. Je sais pas si on peut le gérer, mais des fois, bah ouais, ça fait mal, hein, pas réussir une compète, rater une manche, tout ça. Ou juste parce qu'il y a des caméras, ou juste parce qu'on veut montrer aux copains qu'on sait faire. Bah du coup, voilà, l'ego il prend beaucoup le dessus, surtout en compétition, je trouve. Surtout quand on fait la course avec les copains. Ça, c'est un truc que, ouais, je trouve qu'il faut faire gaffe, et ça intervient beaucoup. Donc voilà, s'il y avait un gros point à faire attention, ce serait ça. Et est-ce que la compétition a changé ta manière de voler en dehors de la compétition? Sûrement, sûrement. Je sais pas si je vais avoir la réponse, mais en tout cas, je pense que, en tout cas, psychologiquement, j'ai une approche très différente du parapente depuis que je fais de la compétition. Presque, je pense qu'à la compète, c'est difficile de se décrocher de ça, surtout après une grosse saison. Ça fait du bien de faire des pauses de compète et de voler juste pour soi. Après, est-ce que je vole différemment en dehors? Je pense que oui, parce que j'analyse plus, j'ai plus d'expérience aussi en termes de pilotage, etc. Mais j'aime bien, des fois, juste plus réfléchir à rien, arrêter de penser performance tout le temps, et faire des vols très très plaisir, quoi. Vicky, pourquoi fais-tu de la compétition? Waouh, c'est philosophique, j'ai combien de temps? 4 heures. Pourquoi je fais de la compétition? Parce que je suis une compétitive, c'est comme ça. J'aime bien me mesurer aux autres, et j'aime bien réussir de grandes choses. J'ai des grands projets dans ma vie, j'ai des grands rêves, et je trouve ça très passionnant, et je trouve ça très beau aussi. Pour le coup, j'ai assisté à plusieurs remises des prix de Coupe du Monde, et franchement, j'en pleure à chaque fois parce que waouh, quels athlètes c'est, et quelle performance ils donnent. Et franchement, réussir à produire des performances pareilles, je trouve ça vraiment magnifique. Je pense que c'est pour ça que je fais de la compétition, et je fais aussi de la compétition parce que j'aime partager ces moments avec les copains. Et pour le coup, je fais pas beaucoup de cross. En tout cas, je fais du cross, mais quand je suis accompagnée. Quand on est plusieurs à vouloir faire un beau vol, je vole très peu seule. J'aime bien partager avec les copains. Pour moi, c'est à ça un peu que rime le parapente. Et c'est pour ça que quand j'en fais aussi. Et la compète, bah, c'est voler avec tout plein de copains qui font la course, et rigoler. Et voilà. Et au-delà de la performance, des podiums, de la reconnaissance, etc., qu'est-ce que ça t'apporte en tant que personne? Ça m'apporte beaucoup d'humilité, beaucoup de réflexion, beaucoup de rigueur, encore une fois. Ça m'apporte tellement de choses en tant que personne, ça me fait grandir, ça me fait réfléchir, ça me fait apprendre de moi-même aussi. Je pense que ça me permet de renforcer ma confiance en moi. Plein de choses, plein de bonnes choses en tout cas. Et est-ce que tu conseillerais à des personnes, enfin des pilotes euh, pas forcément, enfin qui n'ont pas forcément d'objectif de podium ou quoi que ce soit, de faire des compétitions? Eh bah si ça vous attire, oui, hein, faut se lancer. Je sais pas, en fait je trouve ça trop cool d'être là aujourd'hui, et de parler de compète, parce que je trouve que on n'en parle pas forcément beaucoup, en tout cas pour des gens pas forcément qui débutent, mais qui sont amateurs, et qui veulent pas se pencher sur ce côté-là. Bah ils ont peut-être pas forcément d'infos, ils savent pas trop comment ça marche et tout, et je trouve ça cool de pouvoir en parler aujourd'hui en tout cas. Mmh. Et donc ouais, s'il y en a qui veulent foncer, mais allez-y, hein, franchement, rien que faire des petites compètes régionales, les petites compètes de club, on est 20-30 là. Franchement, c'est incroyable. On rigole et tout, même sans objectif de résultat. Faire une petite compète, bah c'est cool. On vole tous ensemble, et puis on fait un petit parcours sympa. On découvre des endroits. Franchement, le top, hein. Bon, un peu le côté un petit peu moins drôle, quels sont les plus grands challenges et les plus grandes difficultés que tu rencontres dans l'univers de la compétition? Pour moi, les plus grandes difficultés que personnellement j'ai pu rencontrer, ça a été sur le plan mental, hein. J'ai eu des accidents, et en fait, le plus dur c'est de remonter, revenir en selle,
reprendre confiance en fait. Je trouve que ça c'est difficile quand, même sans avoir d'accident, même juste se faire une petite frayeur ou juste pas être bien mentalement, revenir c'est difficile. Et faut pas lâcher. Faut revenir rapidement. Mais ouais, je trouve que ça c'est... Enfin en tout cas, le peu de périodes difficiles que j'ai eues pendant ces premières années de parapente, ça a été lié à ça principalement. Encore une fois, t'es incroyable, tu me fais toujours les transitions. Est-ce que tu t'es déjà fait peur en parapente et quelle a été ta réaction? Ouais, je me suis déjà fait peur, principalement 2 fois. J'ai eu 2 secours déjà, les 2 en compétition. Donc voilà, c'est pas rigolo. Heureusement, j'ai rien eu physiquement. Tout s'est toujours très très bien passé. Donc ça m'a un peu démystifié le côté mental du secours. Je savais pas comment ça allait se passer avant, donc pour le coup, je le prends plutôt comme une expérience positive d'être consciente de ça et de savoir faire en tout cas et de savoir que ça marche aussi. Mais mentalement, c'est dur et oui, je me suis déjà fait peur et en fait après le plus dur c'est pas de tirer le secours, c'est de s'en remettre après et de continuer à voler après un accident. J'ai réussi et j'en suis fière. Aujourd'hui, je pense que c'est réparé. J'en ressors plus forte, mais sur le coup, c'est pas rigolo et je pense qu'il y aura toujours quelques petites lésions. Ça m'arrive quand je vole que j'ai très peur du vent pour le coup. Quand on fait des entraînements avec du vent fort, j'avoue que je suis pas très très sereine et c'est normal. Et on n'est pas plus fort que tout le monde, hein. Franchement. Voilà, ça dépend de ses capacités, mais ouais, du coup quand il y a du vent, bah des fois ça m'arrive de pas être bien, de repenser à mes accidents, voilà. Mais on fait avec, on essaie d'avancer. La prépa mentale, ça sert à ça aussi, et ça aide beaucoup. Une dernière question sur ce volet-là. La compétition peut aussi représenter pas mal de pression et de stress. Comment fais-tu pour gérer ça au mieux? On t'a déjà donné quelques éléments de réponse. Ouais, c'est clair que au niveau de la compète, on vole pas pareil quand on est en compétition que quand on vole à l'extérieur pour soi ou même avec les copains en entraînement. La compète, ça met une pression, surtout quand on a un objectif de résultat bien précis. On prend plus de risques, ça c'est sûr. On peut pas dénier ça. On prend plus de risques, on se met dans des compétitions peut-être des fois plus dangereuses, on fait des trucs un peu plus bêtes aussi, hein. On devient bête quand on est en compète. Oh, c'est fou, hein. On pousse tout à fond, on regarde pas où on va, on se met sous le vent. Enfin, franchement, j'en suis pas du tout fière. Pourtant, je suis quand même assez sage par rapport à certains autres copains, mais ouais, c'est compliqué en compète de pouvoir gérer ça, et même pour les organisateurs, je pense que ça va être compliqué de pouvoir gérer cet aspect mental des compétiteurs. Donc voilà, en tout cas, j'ai juste envie de dire, ouais, fly safe, hein, on n'a qu'une vie, donc faites gaffe. Même en compète, on n'est pas à une place près, hein. Est-ce que ton papa a inspiré la pilote que tu es aujourd'hui et est-ce qu'il a essayé de t'encourager dans cette direction du parapente de haut niveau? Alors du parapente de haut niveau, je pense pas. Mon papa, il est très sécuritaire, hein, il vole pour lui, tout tranquille. Petit pilote local qui va faire ses petits vols, tout tranquille. En tout cas, bah, c'est grâce à lui si je fais du parapente. Franchement, je pense pas que je me serais dit, ah ouais, en me levant un matin, ouais, je vais faire du parapente. En tout cas, c'est grâce à lui, et puis il m'a fait progresser, il m'a accompagné sur mes débuts. C'est sûr que maintenant, bon, bah, je l'ai dépassé, hein, l'élève a dépassé le maître, je pourrais dire, hein. Mais ouais, je pense pas c'est soit lui qui m'ait poussé vers le haut niveau, parce que bah il est pas initié à ça, et voilà, mais c'est lui qui m'a poussé vers le parapente tout court, donc c'est déjà énorme. Est-ce qu'il y a une compétition ou une manche dont tu es particulièrement fière et où tu étais alignée avec toi-même que tu souhaites nous raconter? Waouh, ouais, c'était il y a pas longtemps. C'était ma dernière compétition que j'ai fait, je pense. On s'est déplacé c'était ma première compétition internationale à Piedrahita en Espagne. On a fait une manche, c'était la 3e manche, on a fait une manche de 115 km. La plus grande manche de compétition que j'ai fait. C'était très très long. Oh là là, c'était dur, hein. Franchement, je prends celle-là comme exemple parce que j'en suis hyper fière. Mais qu'est-ce que c'était dur. Franchement, c'était long. J'ai fait 2 gros points bas à 100 mètres sol quasiment. J'avais choisi mon champ de posée, hein. Et j'ai réussi à ressortir, donc fière de ça.
Et je me souviens, c'était vraiment exceptionnel. En fait, j'étais isolée, je volais toute seule, je faisais du cross en fait. En fait, j'ai fait une erreur au début de la manche et je voyais tous les copains me repasser au-dessus de la tête. Bon là, gérer la frustration et tout ça, ça a été compliqué. Donc tu vois, encore un peu des failles au niveau de la prep mentale. Il reste des choses à travailler. Mais voilà, fière d'avoir réussi à boucler cette manche, purée. Et je me souviens encore à la fin que j'envoyais des messages à ma maman. Elle me suivait sur le tracker. Et elle m'encourageait trop. Et c'était top, quoi. C'est vraiment une très, très belle manche et j'en suis très, très fière. Bon bah, bravo à toi encore une fois. Peut-être une dernière question avant de passer au croc. Quel conseil aurais-tu à donner à des jeunes pilotes qui souhaitent se mettre à la compétition ? Si j'ai un conseil à donner, c'est prendre le temps, être patient et écouter les conseils et ouais, être bien entouré. Essayez pas de partir tête baissée parce que moi, il y a un truc que je me rends compte pour la génération actuelle, c'est qu'on est très présent sur les réseaux. Je trouve que le parapente, c'est très médiatisé et je trouve ça hyper beau. Et j'adore partager aussi des belles images. Je trouve ça incroyable. Après, des fois, on montre des trucs un peu fous que certains ont envie de reproduire. Mais bon, ça reste un écran, ça reste des images. Et je pense que l'expérience personnelle des pilotes, elle est pas forcément visible via ces images et c'est important de juste parler aussi, de discuter avec d'autres pilotes, des ressentis de chacun et de faire attention à ça en tout cas. Et donc si j'ai un conseil à donner, c'est être vraiment patient, pas essayer de foncer la tête baissée, prendre le temps de progresser. Voilà, on a le temps, surtout quand on commence tôt. J'en vois tellement là à 12, 13, 15 ans qui commencent le parapente, comme moi quoi. Et ouais, on a toute la vie devant nous pour progresser. Regardez les compétiteurs, ils sont pas tout jeunes, il y en a un. Donc on a quand même, pour ceux qui veulent vraiment accéder au haut niveau, on a le temps d'aller là-haut, tout là-haut avec les grands. Et voilà, ça passe par beaucoup de patience et beaucoup de temps. Bon, merci beaucoup pour tes réponses, Vicky. On va passer au croc, donc les questions à réponse obligatoirement courtes. Je vais mettre un minuteur de 5 minutes. Je vais te poser plein de questions à réponse, qui sont fermées ou qui nécessitent des réponses courtes. Et puis voilà, si au bout de 5 minutes, tu n'as pas encore terminé la liste des questions, c'est pas grave, on s'arrêtera là. Allez, top, je lance le minuteur. Quelle est ton aile préférée ? Ah, la photon. Quel est ton site de vol préféré et pourquoi ? Font-Romeu parce qu'on vole toute l'année. Le ou la pilote qui t'inspire le plus ? Je dirais Meryl Delferrière. Une ressource qui t'a aidé dans ta vie de pilote à suggérer, donc un podcast, un livre, une musique je crois que c'était un livre de Pierre-Paul, quelque chose comme ça, mon premier livre de parapente qui mon père m'a offert. T'es-tu déjà décroché involontairement et comment ça s'est terminé ? Jamais involontairement. Où as-tu grandi ? J'ai grandi en Haute-Savoie, à Orcier. Le vol que tu rêves de faire ? Je rêve... je rêve de voler... Ah, je sais pas. C'est trop compliqué. Plein de rêves en tête. Quel est ton objectif ultime de parapente ? Même si on sait un petit peu maintenant. Ah mon objectif ultime, c'est de devenir championne du monde. Tu préfères voler au lever ou au coucher du soleil ? Ah, le coucher du soleil. Voler seul ou avec des copains ? Toujours avec les copains. Voler solo ou en biplace ? Ah, je dirais solo quand même. Ton meilleur souvenir de parapente ? Je pense que c'était à Casteron quand j'ai fait mon premier 100 km. Tu préfères voler en montagne, en plaine ou en bord de mer ? J'adore la montagne et la plaine. La plaine, j'aime beaucoup. Je dirais la plaine. Oh. Le pays où tu rêves de voler ? Je rêve de voler au Brésil. Ah, pourquoi ? Waouh, ça a l'air incroyable. Même toutes les images de Coupe du Monde là-bas, c'est magique. Ouais, ça m'attire beaucoup. As-tu, et si oui, lequel, un objet fétiche sans lequel tu ne voles jamais ? Oui, c'est un bandana. Je sais pas pourquoi, c'est un bandana que j'ai récupéré à un concert de Renault qui est très vieux et je l'ai toujours sur mon sac. Ok, l'objet un peu random. Est-ce que tu as un rituel avant de décoller ? Ouais, je prends une grande inspiration et je souffle fort.
Voilà, juste ça. Tu voles pour la sensation ou pour la contemplation? Pour la sensation. Est-ce que tu as un record à nous partager? De distance, d'altitude? Mon record de distance, hein, c'est tout simplement 120 km. Voilà, pas beaucoup. Mais c'est énorme. Enfin, pour moi, c'est c'est vraiment énorme. Ton nombre d'heures de vol par mois, approximativement. Par mois, je dirais approximativement, je sais pas, 30 heures. Et pour finir, le moment le plus magique que tu as pu vivre sous ton aile? Waouh, il y en a tellement. Je dirais que c'était à la manche, pendant une manche à Piedrahita de compétition. On est tous arrivés au pôle en même temps, à quelques secondes d'intervalle. C'était incroyable. Waouh, incroyable. Eh ben, merci beaucoup, Vicky. Est-ce que tu aurais un mot pour clôturer cet épisode? Eh ben écoute, merci à tous en tout cas de m'avoir écouté. Merci à toi de m'avoir invité. Et ben juste fly safe, hein, toujours à sécu avant tout. Et voilà. À bientôt sur les décos. Merci beaucoup Vicky, merci à tous de nous avoir écoutés et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Voilà les décrochés, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à laisser une note et à le partager autour de vous. Vous pouvez aussi vous abonner au compte Instagram les.décrochés. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode et je vous souhaite de très bons vols.